Les libertés provisoires sont accordées selon leurs inspirations et à la tête du client. Sinon, à partir du moment où on poursuit des personnes pour les mêmes infractions, avec le même degré de charge et d'intensité, si ces personnes-là doivent bénéficier d'une liberté provisoire, elles bénéficient de la liberté provisoire dans les mêmes conditions. C'est tout. Maintenant, après, s'ils ont décidé subjectivement de partager des libertés provisoires, je suis désolé, souvent on a tendance ici à dire oui, le gouvernement ivoirien a libéré des gens, le gouvernement a libéré des gens. Je suis désolé, moi je suis juriste. Le gouvernement ivoirien n'a pas la possibilité technique de libérer des gens. Le gouvernement ivoirien n'est pas la justice ivoirienne. Le gouvernement ivoirien est représenté par le ministère public. Donc ils peuvent demander, ils peuvent faire la demande de libérer des gens, mais il revient au juge d'en prendre la décision. Alors que ce que nous constatons en Côte d'Ivoire, c'est que c'est quand le gouvernement ivoirien dit on va libérer des gens, que les juges les libèrent. Donc ça montre qu'il n'y a pas d'indépendance de la justice et que la justice ivoirienne là est assujettie à la décision du pouvoir politique. Voilà. Y a-t-il une chance qu'elle gagne et soit libérée? Si oui, est-ce possible avant les élections? Le procès en assise là, il ne va pas durer plus de 3 mois. Maximum 2 mois, 3 mois, on aura fini ce procès et il y aura des décisions qui seront rendues. Maintenant, si elle a des chances de gagner, si la justice ivoirienne reste indépendante et s'affranchit de la pression politique, en principe, Mme Gbagbo devrait gagner son procès. Sur la base de l'argumentaire que nous allons développer. Mais si c'est une justice qui est aux ordres, mais en ce moment-là, je pourrais dire que la décision qui va être rendue, c'est celle que va lui communiquer le gouvernement ivoirien. C'est tout. D'accord. Et en tant qu'avocat de Mme Gbagbo, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confronté dans l'exercice de vos fonctions? Êtes-vous l'objet d'intimidation ou de pression de quelque nature que ce soit? Mais déjà, moi, je tiens à vous dire merci. Je pourrais vous dire simplement que j'ai été arrêté quand je disais rentrer au pays. Je suis rentré au pays librement, en Côte d'Ivoire, de ma propre initiative. Vous étiez où avant? J'étais en France. Pendant la crise, j'étais en France. Je n'ai pas assisté à la crise en Côte d'Ivoire. Dieu merci pour moi, ou hélas pour moi, mais en tout cas, j'y ai pas assisté. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Tout ce que j'ai su, c'est ce qu'on m'a raconté. Dans la presse, ou des amis, ou sur les réseaux sociaux. Et quand je disais de rentrer, quand j'estimais qu'il y avait une période d'accalmie, j'ai été arrêté à l'aéroport, conduit à la DST, présenté par le ministère de l'Intérieur comme étant le cerveau d'une organisation criminelle qui aurait acheté des armes avec des éléments de preuve à l'appui. Bon, j'ai trouvé ça dommage. J'ai trouvé ça dommage pour une grande république comme la Côte d'Ivoire, qu'on puisse à ce haut niveau-là faire de telles déclarations et prétendre qu'on a des éléments de preuve. J'ai été gardé à la DST pendant plusieurs semaines, transféré à la MACA pendant plusieurs mois, pour que à la fin de mon instruction, on puisse se rendre compte qu'il n'y a jamais rien eu. On ne peut pas avoir été victime de plus de préjudice que ça. Vu que je suis avocat et que mon honorabilité a été touchée. Aujourd'hui, les gens qui sont censés venir, mais les clients sont censés venir travailler avec moi, se posent la question de savoir si ils font bien de venir travailler avec un, entre guillemets, comme on me le colle, un pro-Gbagbo qui défendait Mme Gbagbo et qui aurait été poursuivi par le pouvoir parce qu'il a tenté de déstabiliser le pouvoir. Mais moi, ça m'a toujours fait rire. Parce que sous Gbagbo, j'ai défendu des gens du RDR. J'ai défendu plein de gens du RDR, des gens du PDCI. Donc, je ne savais pas. Ouais. Donc, le gouvernement en place, oui, savait que vous étiez avocat. Bien sûr. Et comme vous n'étiez pas au pays pendant la crise, vous êtes rentré. Je pense qu'ils ne se sont même pas rendus compte que je n'étais pas là. Ils ont pensé que j'étais là et que j'avais pris une part dans la crise. C'est ce qu'ils ont pensé. Après, vu que je n'étais pas là, il fallait maintenant commencer à dire oui, on a des éléments de preuve, il a acheté des armes, il complote avec telle ou telle personne. Mais quel scénario vous allez me vendre? Moi, je suis avocat. Je sais ce que j'ai fait et je sais ce que je n'ai pas fait. Comment tu vas me convaincre de ce que je n'ai pas fait? Et par quel miracle tu vas fabriquer les preuves sur des événements auxquels je n'ai pas assisté? Je ne peux pas me dédoubler pour me retrouver à plusieurs endroits en France. Et en même temps, ce n'est pas possible. J'ai été arrêté et j'ai subi ce que j'ai subi là simplement parce que je suis l'avocat de Mme Simone Gbagbo. Je suis l'avocat de Mme Gbagbo depuis 2008. Je suis son avocat principal. Je ne suis pas devenu son avocat à la faveur de la crise. Je suis l'avocat de Mme Gbagbo depuis 2008. Son avocat principal.
Donc, je ne sais pas, franchement. Donc, aujourd'hui, mon préjudice là, il est énorme. Il est énorme. Je vis au jour le jour. Humblement, je ne le crie pas sur tous les toits, mais je suis une victime de la crise. Parce que l'avocat, c'est son honorabilité qui vend sa crédibilité. À partir du moment où vous n'êtes plus, on dit que vous n'êtes plus crédible, qui va travailler avec vous? Et puis, quelle entreprise sérieuse qui a envie de travailler avec l'avocat de Simone Gbagbo, qui, entre guillemets, sera opposé au pouvoir ivoirien? Voilà la réalité.